Salut, c'est Nini. J'ai été absente pendant un petit moment parce que, je vais être honnête avec vous, je ne sais plus de quoi parler. Pandémie oblige, je ne peux pas voyager au travers du Japon, je ne peux pas non plus aller dans d'autres pays asiatiques. C'est très compliqué, on alterne entre semi-confinement, couvre-feu, tout ça, les voyages sont découragés, on n'encourage pas les gens à prendre les transports en commun pour des longues distances. Donc, ça fait presque 2 ans que ça dure, donc malheureusement, je ne sais pas de quoi vraiment vous parler. J'ai décidé de vous présenter le survivalisme à la mode japonaise. Bon, ce que les gens connaissent en Occident du survivalisme, ça a surtout rapport avec la survie en forêt, l'effondrement économique, bon, le nouvel ordre mondial, bon, ok, tout ce que vous connaissez par rapport à ça, c'est un petit peu l'image qu'on a du survivalisme en Occident. Maintenant, au Japon, c'est très différent parce qu'il faut comprendre une chose, il faut comprendre le contexte. Le Japon est situé dans une zone sismique extrêmement active. Ça veut dire qu'on ne sait jamais, il peut y avoir un très gros tremblement de terre qui peut survenir à tout moment. Okay? Donc ça, c'est un point important à retenir. Ensuite, le Japon est volcanique, c'est une île volcanique, un archipel volcanique, je m'excuse, pas une île. Et il faut bien comprendre que le mont Fuji n'est pas un volcan éteint, c'est un volcan qui est tout simplement endormi et qui risque de se réveiller n'importe quand. Et ça risque de faire de très gros dégâts. Ça, tout le monde le sait. Ensuite, les typhons, qui sont des tempêtes tropicales qui sont très dévastatrices, inondations, pluies abondantes, en tout cas des rivières qui débordent, des vents violents, voire même des tornades. Et on a la saison des pluies, la mousson, qui entraîne aussi à peu près les mêmes dégâts que les typhons sans les vents violents et les tornades. Mais bon, c'est des pluies abondantes et les rivières débordent et bon, tout ça. Donc, dans la tête des Japonais, ben, le survivalisme, c'est juste une question de bon sens. Parce qu'en cas de bris de normalité, ben, ça devient chacun pour soi. Donc, c'est un petit peu ça. Là, les Japonais, c'est des gens qui sont très sympathiques. Je veux dire, ils sont toujours prêts à aider les autres. Par contre, on voit bien qu'il y a un individualisme qui est très présent chez eux et ils ont le sens des responsabilités en voulant dire, ben écoute, c'est chacun pour soi. C'est à toi à prendre tes propres responsabilités s'il arrive quelque chose. Donc, c'est pour ça que pour eux, le survivalisme, les enfants prennent ça très jeunes, hein? Très jeunes à se protéger en prévision. Autrement dit, un bris de normalité qui pourrait arriver à cause d'un tremblement de terre ou n'importe quoi d'autre, cause naturelle surtout. Mais il y a un autre point aussi que je tiens à préciser, ça c'est peut-être moins, ça peut faire flipper certains, la menace nord-coréenne. Parce que le Japon, si vous regardez sur la carte, ben, il est vraiment dans le milieu, donc, et la Chine aussi. Donc, s'il arrive un conflit avec la Corée du Nord, ou un conflit avec la Chine, Taïwan, ben le Japon va être complètement dans le milieu et ça risque aussi d'amener certains problèmes. Bon, ça c'est sûr que c'est une possibilité qui est très mince, mais le risque est là quand même. Et surtout là, actuellement, comment que les choses se déroulent, on peut voir qu'il y a énormément de tensions dans le Pacifique. Donc, une raison de plus aussi pour penser survivalisme. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter ma petite trousse que j'appelle communément ma petite trousse de super-héros. Okay? Donc tous les Japonais traînent avec eux ce qu'on appelle un Everyday Carry, okay? EDC. Donc ça signifie que c'est une petite pochette de secours que généralement, on n'utilise pratiquement jamais, mais qu'on garde dans notre mallette, pour les hommes qui ont la mallette, ou dans le sac à main pour la dame. Donc, le must qu'on doit avoir, c'est ce qu'on appelle le petit couteau suisse. Okay? Donc ça, c'est multifonction. Ça peut faire n'importe quoi, ça peut vous sauver la vie. Hein? Si vous êtes
quelque part ou que vous avez besoin de couper quelque chose et tout ça. Donc, le petit couteau suisse, ça, c'est vraiment très important. Moi, j'ai le vrai, là, parce que je suis anti-contrefaçon. Donc, de toute façon, pour un outil comme ça, c'est préférable d'avoir quelque chose de qualité parce qu'il faut que ce soit solide aussi. Si jamais vous êtes dans une situation d'urgence et que vous avez acheté une camelote, un bidule à 1 euro, 2 euros, je ne pense pas que ça va tenir la route. Donc, c'est préférable d'investir quand même peut-être une quarantaine d'euros, mais d'avoir quelque chose qui tient la route, puis de bonne qualité, la durabilité aussi. Donc, je tiens à préciser qu'il faut être très prudent. Ça dépend de où ce que vous habitez. Okay? Au Canada, par exemple, il n'y a pas de problème. Au Japon, les armes, c'est pas vraiment considéré comme une arme, mais il faut faire très attention si jamais il y a des contrôles, parce qu'ici, il y a quand même souvent des contrôles de police, des trucs comme ça, donc ils peuvent vous demander de fouiller votre sac, des choses comme ça. Donc, souvent, la petite pochette de secours peut être fouillée aussi, bien entendu, mais ils savent que c'est une pochette de secours et que, la majorité des Japonais en traînent une avec eux. Donc, généralement, la bienséance, la politesse, c'est de dissimuler le petit couteau dans une petite pochette individuelle que vous allez placer dans la pochette principale. Donc, le couteau, il est bien dissimulé dans sa petite pochette. Donc, ça ne gêne personne, mais vous savez que vous l'avez et si jamais vous êtes dans le trouble, vous savez où est votre petit couteau suisse. Donc, ici, ça, c'est un stylo, mais c'est un stylo tactique. Ça peut casser une vitre. Bon, ça peut être aussi considéré comme une arme, mais c'est quand même moins pire, là. Donc, si jamais vous êtes dans une voiture et que, vous êtes pris dans une inondation et que votre voiture, vous êtes en train de couler, ou tout ça, si vous avez ça en main, vous pouvez quand même aussi essayer de briser la vitre et avec votre couteau suisse aussi de couper la ceinture de sécurité, parce que là, il faut que vraiment vous trouviez un moyen de vous échapper, ou ça peut aussi être dans un bâtiment, ou peu importe où ce que vous pouvez, ou que vous avez vraiment besoin de briser des choses autour de vous, ce stylo tactique-là peut être de secours. Ça, on en trouve un peu partout dans tous les magasins d'électronique ou dans les magasins hors taxe aussi, ici au Japon, tout ça, ils en vendent partout. C'est environ une douzaine d'euros, OK? Donc, c'est sûr que c'est pas un truc à 1 euro ou 2 euros. Donc, c'est entre 12 euros et 30 euros, ça dépend de la qualité. Il y en a encore des plus perfectionnés, là, des plus... tout ça, moi, j'ai pris celui de base, quoi, là. Je ne vais pas commencer non plus à investir des centaines d'euros pour une pochette de DC, là. Donc, un petit stylo tactique au cas des fois que je suis dans une situation d'urgence, OK? Donc, par exemple, je préfère vous avertir que si vous prenez l'avion, votre pochette de DC, ce serait peut-être préférable de la garder dans la soute à bagages, dans la valise que vous envoyez dans la soute à bagages, parce que même ça, je ne pense pas que ça puisse passer. J'ai jamais essayé. Remarque bien que moi, quand je voyage, ma pochette de DC, elle est toujours dans la soute à bagages. Donc, je n'ai jamais eu de problème par rapport à ça, mais peut-être qu'il y a des gens qui pourraient peut-être oublier ce stylo-là et je pense qu'ils vont vous le confisquer parce que oui, c'est très petit. Vous voyez, c'est très petit, mais c'est une arme. Ça peut même tuer quelqu'un. Donc, si ça peut défoncer une vitre, si ça peut briser une vitre, je pense que ça peut briser le crâne de quelqu'un. Donc, non, ça ne passera pas. Donc, si jamais vous avez ça régulièrement avec vous dans votre pochette de décès, je vous conseille fortement de tout simplement enlever votre pochette de secours de votre sac à main ou de votre mallette, sac à dos, et de la placer dans la valise qui va aller dans la soute à bagages. Donc, moi, c'est toujours ça que je fais et je n'ai jamais eu de problème. Ensuite, bien sûr, il y a la petite lampe de poche. La petite lampe de poche, vous voyez, c'est assez puissant. C'est petit, mais c'est vraiment, ça fait vraiment un bon travail. Si jamais vous êtes pris quelque part, il n'y a pas de lumière, coupure d'électricité, vous êtes dans un bâtiment, vous avez de la difficulté à trouver
porte de secours, parce que là, c'est vraiment un bris total, là, vraiment, il n'y a plus d'électricité, et puis vous avez de la difficulté à vous orienter, ben ça, c'est super, OK? Ça ici, ben c'est une alarme. Donc, ça peut aider les secours aussi à vous repérer. Hein? Si vous avez une alarme comme ça et plus la petite lampe de poche, comme ça, ben, s'il y a des secouristes qui essaient de chercher, vous êtes pris dans des décombres. OK, je mets des scénarios dramatiques, mais ça arrive souvent au Japon, malheureusement. C'est arrivé plusieurs fois, ces choses-là. Et il y a des gens qui ont été sauvés grâce à une lampe de poche ou grâce à, à une alarme comme ça, ça les met du bruit. Ça peut aussi être utile dans la rue, quand on est une femme, bon, on a toujours un peu peur. Si on circule seul dans la rue, on peut avoir ça dans les mains. Et si jamais il y a quelqu'un de bizarre qui vous suit, ben, vous tirez sur l'alarme. Mais bon, ici au Japon, j'ai jamais eu vraiment, vraiment eu peur de circuler, même quand il fait très noir le soir, parce que c'est relativement sécurisé. Il y a des caméras de surveillance partout. La proximité aussi des gens. Non, j'ai pas cette sensation-là, mais par contre, en Europe ou au Québec, ouais, la sensation, elle est très différente. Et oui, j'ai beaucoup plus peur de circuler seule dans les rues quand je suis en Europe ou en Amérique du Nord, au Canada. Donc, ça peut être très utile parce qu'ici au Japon, on n'a pas le droit d'avoir ce qu'on appelle les bombes à poivre, là. Si on n'a pas le droit d'avoir ça dans notre DC, je pourrais être arrêtée. Donc, ce qu'ils recommandent aux femmes, c'est la petite alarme qui fait énormément de bruit. Hein, je viens de vous le faire, c'est strident. Et je ne sais pas si la vidéo va donner justice, mais c'est vraiment très bruyant, ça fait mal aux oreilles. Et c'est à longue portée aussi, on peut l'entendre de très loin. Donc, ça, c'est très important. Maintenant, bien sûr, un briquet. Là, ben, il nous oblige dans certains endroits à porter un masque. Mais le masque, pourquoi que moi je trouve ça important? C'est pas vraiment au niveau de la pandémie, mais si jamais il y a, je sais pas moi, une fuite de gaz ou bon, n'importe quoi, et que vous êtes pris dans un endroit clos et que vous devez évacuer, et que là, il y a comme des odeurs ou bon, des trucs comme ça. Si vous avez un masque, ça peut vous aider beaucoup. Donc, c'est surtout pour ça que j'ai toujours un masque dans mon EDC. Et maintenant, qu'est-ce qu'il y avait d'autre aussi? Bon, des choses féminines, hein, je ne vais pas vous montrer, hein, on ne sait jamais, ça peut toujours arriver. Donc, pince, petite pince, coupe-ongles, des épingles, ça peut toujours être pratique. Ensuite, des tampons de gel hydraulique, alcoolique. Ça peut toujours, si on se blesse et qu'il y a une coupure, ben, si vous avez ça, c'est un désinfectant. Donc, ça pourrait vous empêcher de vous infecter en attendant d'avoir des secours de meilleure qualité. Et des plasters. Hein. Donc, ça, c'est vraiment des choses qu'on devrait toujours avoir sur soi à partir du moment où on sort de notre domicile, parce qu'on ne sait jamais qu'est-ce qui pourrait nous arriver. Bon, moi, c'est ce que j'ai dans mon EDC. Maintenant, si vous avez des maladies, si vous êtes asthmatique, si vous êtes diabétique, si vous êtes épileptique, n'oubliez pas, bien sûr, vos médicaments dans votre pochette de secours, très important. Donc, voilà, ça, le EDC, la pochette de secours, c'est un must ici au Japon. Je ne dis pas que ça fait partie du savoir-vivre, mais c'est juste que ici au Japon, on se dit toujours que s'il arrive quelque chose de grave, si vous êtes en urgence, n'attendez rien du voisin. Parce que lui aussi, il est occupé à essayer de sauver sa peau. Donc, la bienséance fait que vous devez prendre vos propres responsabilités en cas de désastre et de ne rien attendre de l'autre. Donc, oui, ça peut être aussi une certaine forme de politesse. Donc, se prendre en main avant et ne pas attendre que les autres viennent à votre secours. Donc, c'est pour ça, c'est très ancré dans la mentalité japonaise.
bien sûr, d'individualisme, mais aussi d'esprit de survie, parce que la survie, c'est ça, même quand on prend l'avion, ils nous disent bien souvent, mettez en premier votre masque avant de mettre le masque. Si l'autre personne a panique et ne sait pas comment mettre le masque, bien, vous mettez votre masque en premier et si c'est possible, bien, vous aidez votre voisin d'à côté. Parce que si vous ne mettez pas votre masque, bien, vous allez tomber dans les pommes et de toute façon, vous ne pouvez pas être utile non plus. Donc ça, un EDC comme ça, une pochette de secours, ça peut aussi aider quelqu'un d'autre dans le besoin. Si vous voyez que, je ne sais pas, il peut arriver n'importe quoi, mais si vous avez ça, bien, vous pouvez aussi sauver la vie de quelqu'un. Donc, il faut aussi penser ça dans cette optique-là. Un EDC, ce n'est pas juste non plus pour soi, mais ça peut aussi venir en aide à quelqu'un d'autre si jamais il arrive quelque chose et que vous avez réussi à vous tirer d'embarras. Vous êtes hors de danger. Maintenant, rien ne vous empêche d'aller aider les autres. Donc, c'est aussi dans cette optique-là que moi, je vois l'EDC, que je traîne régulièrement avec moi. Depuis que j'ai appris ça quand je suis arrivée ici au Japon. On a souvent dans nos cours de japonais ou bon, de trucs comme ça, souvent les instructeurs vont nous donner des cours de survie, hein, parce que comme je vous expliquais au début de la vidéo, le Japon, c'est une zone très à risque au niveau des catastrophes naturelles. Il faut vraiment se préparer. Donc aujourd'hui, la vidéo, ça concernait l'EDC, je veux dire la petite pochette de secours, la petite pochette de super-héros, qu'on traîne régulièrement avec nous à partir du moment où on sort de notre domicile. La prochaine vidéo, ben, je vais vous parler de ce qu'on appelle les réserves, que la majorité des familles japonaises font en cas de bris de normalité, panne d'électricité qui peuvent durer très longtemps, comme c'est arrivé en 2011 dans le nord du Japon, quand il y a eu le gros tsunami et la catastrophe à Fukushima et tout ça. Bon, il y a eu des coupures d'électricité, il y a eu vraiment des bris de normalité qui se sont quand même échelonnés sur plusieurs semaines, vu qu'il y avait des routes qui étaient complètement coupées et puis de la circulation, ben, il y a eu aussi des problèmes d'approvisionnement en nourriture et en eau. Donc ça, je vais vous parler de ça dans une autre vidéo. Je vais vous montrer aussi les gadgets qu'on peut acheter dans tous les magasins, même voir dans les supermarchés, qui proposent aux gens, qui suggèrent aux gens d'acheter en cas de catastrophe naturelle et de bris de normalité. Donc, voilà, ça va être tout pour aujourd'hui. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. S'il vous plaît, partagez la vidéo parce que oui, bon, le Japon, c'est une zone à risque, mais le gouvernement français et le gouvernement canadien recommandent aussi aux gens d'avoir un EDC, une pochette de secours, parce que le Québec n'est pas à l'abri non plus des catastrophes naturelles, ni la France. Hein, on l'a vu cet été, il y a eu des endroits où il y a eu des inondations, bon, des trucs comme ça, les gens étaient obligés d'évacuer, il y a eu des morts. Donc, je pense que le survivalisme, dans cette optique-là des choses, est quelque chose qui est important et qu'on doit se familiariser. Donc, c'est ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Un petit pouce en l'air, partagez la vidéo, ça aide aussi à la répertorier. Donc, on se donne rendez-vous pour une autre vidéo au sujet du survivalisme. Au revoir!